comme ça. Mais un petit fond quand même, parce que... Je lui demande un petit fond, t'as vu ce qu'il met? C'est la Stonks Interview. L'objectif, mettre un peu de lumière sur les artistes ou entrepreneurs de demain. Des auteurs de manga, des animateurs, des concepteurs. Ils ont tous un projet, mais le plus important, c'est la force de celui qui le porte. Ghislain, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir ici. C'est un honneur pour moi. Je te propose qu'on commence par la présentation. Tu me donnes ton prénom, ton âge et puis ce que tu ambitionnes de faire. Mon ambition. Ouais. Carrément. Ouais. Ok. Du coup, je m'appelle Ghislain. Ouais. J'ai 31 ans. Je viens juste de les prendre. Et mon ambition, alors c'est un large sujet quand même. On va essayer de réduire ça à ce que je suis en train de faire en ce moment. Du coup, moi, je suis en train de monter un studio de jeux vidéo. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est de créer un jeu vidéo et de faire en sorte qu'il fonctionne et que moi et mon équipe, on puisse en vivre. Tu fais quel type de jeu vidéo ? Du RPG, je dirais, dans un premier temps, et du jeu coopératif. Ok, t'as une référence comme ça avec un autre jeu vidéo ? Ouais, bien sûr. Je pense que dans les plus connus aujourd'hui, il y a Divinity Original Sin. Ça, c'est un TRPG. Ouais, effectivement. Et en plus, il est multijoueur, donc on se rapproche vraiment beaucoup d'eux. Comment toi tu contribues sur ce projet ? C'est quoi ton rôle exactement ? Moi, je suis le directeur créatif. Ouais. Alors, ça fait un peu pompeux dit comme ça. C'est un peu pompeux, ouais. C'est un peu pompeux. Mais c'est le terme. J'ai changé 10 fois de titre, en fait, à vrai dire, depuis le début de ce projet. Et au fur et à mesure, on trouvait un peu ce qui correspondait le mieux à ce que je faisais. Et au final, celui qui colle le plus, c'est directeur créatif. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que alors si, je vais faire l'analogie en fait avec la comparaison au cinéma. En fait, c'est l'équivalent de réalisateur, mais pour un jeu vidéo. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu gères un peu tout, quoi. On va parler un peu de ton talent. On se connaît un petit peu, on va pas le cacher. Ouais, c'est vrai. Moi, la raison pour laquelle je voulais t'avoir sur ce podcast, le premier podcast avec nous, c'est que j'ai décelé un talent de narrateur chez toi. Oh, c'est super sympa. Et je pense que je suis pas le seul. Et c'est la raison pour laquelle t'es là. Et j'aimerais justement que tu nous en dises un peu plus, parce que ça fait partie de toi, c'est ton métier aujourd'hui, ça te sert dans ce que tu fais. Je suppose que tu as écrit un peu le scénario de ton jeu, si on peut le dire comme ça. Oui, ouais. On peut le dire comme ça. J'aimerais bien que tu nous dises comment ça t'est venu, c'est quoi les prémices, puis les petites anecdotes autour. J'ai commencé effectivement l'écriture avec le jeu de rôle. J'ai essayé ça au lycée. Donc c'était un truc, pour moi, c'était un peu une légende à la base. Quand j'étais au collège, il y a des gens qui disaient que c'était possible de se réunir avec des potes et de jouer des personnages et aller dans un univers et interagir dedans. J'étais en mode, mais wow, comment c'est possible? Ça a l'air trop bien. Et puis un beau jour, je suis tombé sur un mec qui savait faire. Et là, t'es tombé sur le mec du coup. T'es tombé sur ton Ghislain au final. D'une certaine manière, on peut le voir comme ça, ouais. Disons que c'est un pote que je me suis fait au lycée, qui lui connaissait bien ce milieu-là, et qui a initié tout un groupe de potes. En fait, il avait créé un club dans le lycée de jeux de rôle et tout. Et c'était la toute première fois que ça se faisait, machin. Et puis, au final, c'était un truc de groupe de potes qui faisaient du jeu de rôle ensemble. Ça allait pas beaucoup plus loin que ça. Mais même si ça fait rencontrer un petit peu de monde quand même, pour être parfaitement transparent. Et du coup, j'ai testé un peu avec lui ce que c'était le jeu de rôle. Et en fait, j'ai été habité par un sentiment très ambivalent, c'est que j'ai adoré et je me suis fait chier en même temps. Ok, c'est particulier, ouais. T'avais déjà écrit avant ça ? Non. Jamais ? Si, mais en tant que gamin qui prenait un cahier, qui se racontait des histoires, quoi, mais ça allait pas beaucoup plus loin. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là ? 17 ans. Il y avait 17 ans. Ouais, donc c'est assez tardivement quand même. Ouais, c'est tombé plutôt tard. Ouais. Et en fait, ce sentiment-là, concrètement, c'était... comment dire, j'avais adoré vraiment le concept du jeu de rôle. J'avais écrit un personnage, je m'étais fait chier à le pousser, j'avais réfléchi à plein de trucs. Et puis, je sais pas, j'étais un peu... j'avais adoré cet exercice, j'adorais les règles du jeu. Et puis, en fait, j'avais envie d'exprimer un peu plus, tu vois, en fait, j'avais l'impression de, quand je voyais le maître du jeu narrer l'histoire, j'avais l'impression de voir un peu trop les ficelles, en fait, qui nous amenaient à là, quoi. Et en fait, lui, il avait plutôt envie de jouer. Du coup, il proposait si quelqu'un pouvait faire le maître de jeu de temps en temps. Et je me suis porté volontaire. Et pour le coup, j'ai essayé.
Et en fait, j'ai jamais décroché. Je ne peux plus jouer en tant que joueur maintenant. Je préfère narrer et écrire des histoires maintenant. On peut peut-être aussi te parler de l'anecdote que je trouve un peu folle. C'est cette fameuse partie que tu as lancée genre il y a quelques années, genre il y a une dizaine d'années, on va dire. Si je me trompe pas. Ah, c'est même un peu plus que ça. Ouais. Ça fait 12 ans. 12 ans, ouais. Et ouais. Vas-y, je te laisse en parler. C'est mes premières années universitaires en fait, un nouveau groupe de potes qui étaient plus ou moins geeks et il s'avère que j'ai dû proposer en fait à mon groupe de potes de tester. Donc on a testé et puis ils ont kiffé, ils ont dit on en veut encore et du coup j'ai écrit un autre scénar, puis un autre et à un moment donné je leur ai dit il y aura 5-6 scénarios et ça fera une campagne. Ils ont dit ok, c'est cool, machin, ça va nous occuper tout du long qu'on est ensemble à l'université, quoi. On était partis pour 2 ans ensemble. Ouais. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit non, mais c'est génial, j'ai envie que ça continue pour toujours. Et là, je me suis dit ok, je m'éclate et je me lâche. Et je suis revenu un matin comme ça, je leur ai dit les gars, en fait, c'est en 3 saisons, il y aura X scénarios et on est parti pour plusieurs années, quoi. Et ils étaient tous chauds, en fait. Ils voulaient le faire. Et encore aujourd'hui, ça continue ? Et du coup, encore aujourd'hui, ça continue. Là, on est à la 3e saison. Ouais. Donc c'est un truc que j'aurais dit il y a à peu près 12 ans, ouais, je crois que c'est ça, hein. Là on y est encore et on s'approche de la fin de cette histoire. Okay. Et on se retrouve je pense une fois par an, hein, quand même, enfin qu'on soit honnête, on joue pas toutes les semaines, mais ouais, on se retrouve une fois par an, une fois là avec le contexte Covid, ça a été un peu plus long et on continue à traverser cette histoire et à vivre des aventures ensemble, quoi. J'aimerais bien aussi que tu nous expliques le cheminement justement, comment tu passes de roleplay à l'écriture assez conventionnelle d'un scénario pour un jeu vidéo, ou est-ce que tu as peut-être encore gardé une certaine façon de travailler ? Comment aujourd'hui tu approches un scénario de jeu vidéo par rapport à ce que tu faisais avant ? Comment ça se déroule ? C'est vrai que c'est différent parce que dans le jeu de rôle, on doit anticiper les choix des joueurs, leur laisser de la liberté et rebondir. Il y a un exercice qui ressemble plus à de l'animation. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du talent de narrateur. Ouais. Et du coup, là, c'est vraiment ce talent-là qui est utilisé pour le jeu de rôle. C'est le fait de narrer, et puis c'est aussi la capacité d'improvisation et d'adaptation qui est importante. Là, écrire un scénario pour un jeu vidéo, c'est différent parce que tu dois plaire à la masse. Concrètement, tu dois pas t'adapter à des individus, à ce qu'ils vont dire sur le moment. Tu dois anticiper un peu ce qui peut plaire à plus de personnes possible, d'une certaine manière. Donc après, ça, c'est un peu... Mais ça, c'est toi qui le conçois comme ça, mais je veux dire, quand tu prends un film d'auteur, un scénariste, c'est quelque chose ça peut être une œuvre personnelle, tu vois. Alors, il va pas forcément réfléchir en fonction du spectateur, mais il va écrire juste ce qu'il a dans la tête ou sur le cœur, tu vois. Tu fais ça, de toute façon. Enfin, je veux dire, moi, je fais ça. Tu vois, je suis pas en mode, je fais un blockbuster américain ou je sais pas quoi, tu vois, j'en suis pas à ce niveau-là non plus. Pas encore. Je croise les doigts. Mais il y a quand même un peu de ça, je pense, même pour les films d'auteur, hein. Enfin, tu vois, ceux auxquels nous on a accès. Alors, bien sûr, je te parle pas du film suédois perdu, qui est local, etc. Mais, je pense qu'il faut toujours un peu garder en tête le fait que ça va accrocher les gens, que les gens vont pas sortir perdus dedans, que ça peut leur plaire, qu'il y a du potentiel pour eux, tu vois. Je pense que quand tu écris un scénar, il faut savoir se faire plaisir à soi, tu vois, de répondre un peu au truc de moi j'ai envie de consommer tel type d'œuvre, mais il faut aussi penser aux autres. Et faire en sorte que tout le monde puisse suivre. Et je pense que ça, c'est une capacité, concrètement. C'est le fait de savoir si oui ou non les gens peuvent suivre ce que tu es en train de raconter, quoi, ouais. Tu vois. Le jeu, faut le vendre, quoi. Le jeu, il faut le vendre. Ouais, c'est ça. Faut le vendre. Le jeu, il faut le vendre. Si je peux vulgariser comme ça, tu vois, mais... ouais, après, c'est dit d'une façon un peu peut-être... ouais, c'est vulgaire, mais... Ouais, mais je formulerais plutôt les choses. Le jeu, il faut qu'il te plaise. Il faut qu'il fasse du bien aux autres et pas qu'à soi. Plutôt que de poser des questions basiques ou un peu bateau, ce que je te propose de faire, c'est que tu me donnes des références d'œuvres qui t'ont inspiré, qui t'ont conçu et qui donnent le Ghislain qu'aujourd'hui j'ai en face de moi. Il y en a un paquet des références qui ont fait de moi ce que je suis. J'en veux juste 3. Juste 3, t'embête pas. Ça peut être un manga, un film, un spectacle du théâtre, ça peut être n'importe quoi. Fais-toi plaisir. Peut-être des choses qui ont influencé ton processus d'écriture.
Bah déjà, j'ai envie de faire hommage à Ultra Shot en citant un manga, déjà. Ouais. On va commencer par ça. Et du coup, une œuvre qui est une grande référence pour moi, c'est Hunter x Hunter. Ok, intéressant. Ça m'a énormément marqué, pour le coup. Alors déjà parce que je trouve que c'est une série qui a de la profondeur. Elle va chercher en fait à chaque fois des nouveaux concepts et puis elle va vraiment la décortiquer. Enfin, tu vois, c'est un shonen et dans les shonen d'habitude c'est simplement et purement de la bagarre. Et puis à un moment donné, tu sais pas pourquoi, il dit bah tiens, on va t'expliquer les ventes aux enchères, comment ça se passe et quelles sont les techniques, quoi. Et ça m'a complètement bouleversé. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils me parlent. Au départ je me dis presque ça ne m'intéresse pas, puis au bout d'un moment je me dis mais c'est stylé en fait les ventes aux enchères, tu vois, parce qu'il en fait quelque chose avec les codes du shonen. Donc moi, personnellement, c'est mon manga préféré de tous. Et il y a aussi un terrain sur lequel il va, et c'est celui-là qui m'a particulièrement marqué. C'est l'échange entre... alors, j'ai plus les noms en tête, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Vas-y. Hein. Le président des Hunters. Netero, je crois que c'est. Netero, merci beaucoup. C'est le combat entre Netero et le roi. Et Meruem. Ok. Ouais... Je pense que c'est pas déconnant de dire que ce combat-là est dans le top 5 de tous les meilleurs combats à chaque fois. Tu demandes à n'importe qui dans la rue un top 5 de ses meilleurs combats, tu vas avoir Netero Meruem. Bah, déjà, le combat, il est stylé. C'est clair. Clairement. Il y a eu, en fait, c'est la conversation qu'il y a autour du combat qui m'a profondément marqué. Et c'est le fait de voir un personnage qu'on voit comme à la base plutôt l'ennemi, enfin le méchant de l'histoire, et on se rend compte que et derrière, pardon, le président, j'ai encore oublié son nom. Netero, merci. Netero qui est plutôt l'incarnation du gentil, quoi. Et en fait, dans la conversation, les rôles s'inversent. Tu crées de l'empathie pour Meruem, qui est censé être le méchant, et en fait, qui est beaucoup plus humain sur la définition. Tu vois, on a un terme qui dit il est très humain, ce mec-là. Et en fait, le véritable humain, lui, il te dit non, mais l'humanité, c'est de la saloperie, tu vois. Et pourtant, à tes yeux, c'est le gentil, quoi. C'est peut-être un des mangas les moins manichéens qu'on puisse trouver sur le marché. Et du coup, je pense que c'est un des mangas les plus subtils. Parce que dans la vraie vie, moi, je pense pas que les gens soient manichéens. Après, c'est une opinion personnelle, hein, chacun pour ce qu'il veut. Non, mais bien sûr. Mais du coup, pour moi, ça se rapproche plus de ce qui se passe dans le vrai monde, en fait. C'est que juste chacun sert ses intérêts. Et en fait, on les comprend et on peut créer de l'empathie pour elles. Et donc, ça crée pour moi une histoire qui est réaliste. Et c'est hyper précieux, quoi. Deuxième référence, peut-être ? Ce sera plutôt un film cette fois. Et ce serait Mister Nobody. Ah oui, on en avait déjà parlé en plus, effectivement. On en a déjà parlé, mais les gens ne sont pas au courant, donc on va en reparler. Non, mais oui, on va en parler. Ça me dérange pas. Après, moi, je l'ai pas vu. Si, je l'ai vu, mais c'était il y a longtemps, donc. Je vais éviter de le spoiler pour le coup. Mais en fait, cette œuvre-là m'a particulièrement touché parce que elle traite un sujet qui était hyper important pour moi au moment où je la regardais. Donc je la regardais, je devais avoir, je pense, dans les 18 ans, je sortais du lycée, j'arrivais à la fac, et c'est le moment où tu as le monde entier qui s'ouvre à toi, et il faut faire des choix pour savoir vers quoi tu dois te diriger. On te demande ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, tu te poses des questions de est-ce que je veux une meuf, pas une meuf, est-ce que je veux construire une famille, est-ce que je veux des enfants, enfin tu vois, c'est le moment où toutes ces questions-là, t'arrives dans la tronche. Et tout ça, c'est des choix. Et on te demande de faire des choix très vite. En mode, c'est quoi le travail que tu veux faire? Quelle est ton ambition, machin? Et c'est une question qui, pour moi, me semble absolument impossible à répondre. Enfin, personne ne peut répondre à ça. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans et je peux toujours pas te répondre. Tu m'as posé la question et je suis incapable. T'es en train de me faire peur, là, genre. T'es en train de me faire bader, là. Et je trouve que c'est encore pire quand on pose ça à un gamin. Et t'en as, dès le collège, on les envoie déjà dans des voies et je trouve ça absolument horrible. Parce que, pour moi, on sait pas. Et du coup, Mister Nobody parle de ça. C'est un film qui parle du choix. Et il a une finesse dans sa façon d'aborder le sujet que je trouve absolument géniale. En fait, ce film-là te pose cette question de comment aborder le choix et elle te propose plusieurs grilles de lecture.
C'est-à-dire que si tu es plutôt quelqu'un qui est purement scientifique ou plutôt croyant ou qui aime les histoires d'amour ou qui aime les films d'action, en fait, tu vas être servi avec ce film. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu peux te raccrocher à quelque chose quoi qu'il arrive, quoi. Alors, il y a quand même un frein, c'est que c'est un film qui est compliqué. C'est si tu veux le regarder à moitié bourré avec tes potes pour taper une bonne barre, c'est pas le bon film. Mais c'est pas le film justement où c'est seulement quand tu es à la fin que où c'est vraiment quand t'as le twist final où là tu peux vraiment analyser ce que le film a essayé de te faire comprendre. Si, mais honnêtement avec un visionnage, je pense que c'est compliqué d'avoir fait le tour. Tu l'avais compris en un visionnage, toi? Non. Déjà, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Et en fait, il y a une version cinéma et il y a une version longue. Et la version cinéma, il manque des éléments pour comprendre l'histoire. Déjà, ça, c'est casé. La version cinéma est incompréhensible en soi. Gros pavé dans la mare. Ouais. C'est quel réalisateur, ça, déjà? J'ai plus le nom en tête. Il me semble que c'est un réalisateur belge qui a fait ça. C'était en collaboration avec Canal+ et un studio américain. Mais je me souviens plus du nom du réalisateur. Troisième référence? Le troisième, ça va être encore un peu différent, pour le coup. Donc, on a eu un manga, un film, et maintenant, je vais parler d'une vidéo YouTube. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est parti. Ben, ça fait sens un peu avec notre génération, mais vas-y, dis-moi. Ouais, je pense que c'est rarement cité, tu vois, quand on te demande les œuvres qui t'ont marqué, etc. Eh bien, moi, c'est une vidéo du Fossoyeur de films. Ouais. Donc, un YouTuber qui parle de cinéma. Et aussi de fiction, pas que de cinéma. Et justement, la vidéo en question, elle parle de fiction plus que de cinéma. C'est une vidéo qui s'appelle, de mémoire, alors j'écorche peut-être le titre, hein, mais le titre pour moi, c'est « La science-fiction a-t-elle échoué ?» Ok. Donc voilà, le titre de la vidéo, c'est une question qui a l'air un peu philosophique. Et concrètement, c'est... une vidéo qui est un peu mi-documentaire, mi-avis de François Thorel, le youtubeur de Fossoyeur de films. Okay. Et en fait, ça traite d'un sujet qui est le rôle de la science-fiction. Qu'est-ce qu'elle tente de faire ? Et en fait, la réponse à cette question, concrète. Enfin, comment dire ? La réponse à cette question, c'est quelque chose qui, pour moi, vaut aussi pour les fictions. Je m'explique. Ce qu'ils définissent dans cette vidéo sur le rôle de la science-fiction, c'est le fait d'avertir, d'alerter sur des dérives potentielles de la société en partant d'une technologie ou une autre. Et en fait, ça permet un petit peu aux gens... Tu vois, je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est... comment elle s'appelle déjà, tu sais, la série Netflix où t'as un épisode avec un espèce de Black contexte. Mirror. Merci beaucoup. Black Mirror, c'est un des meilleurs exemples. Ouais. C'est qu'à chaque fois, ils partent sur un concept et puis ils te montrent une des dérives potentielles qu'il peut y avoir dessus. Et toi, quand tu regardes cet épisode, tu dis, oh là là, j'ai pas du tout envie d'être dans cette situation, quoi. Et du coup, c'est une forme de lanceur d'alerte où, du coup, quand la technologie arrive véritablement, eh bien, les gens ils disent, attention, parce que cette dérive-là est possible et il faut pousser la législation pour aller interdire ce genre de pratique, quoi. Ok. Et en fait, ça, c'est un peu le rôle de la science-fiction dans le sens large, c'est-à-dire que ça va aller se projeter un peu sur les potentielles sociétés qui peuvent arriver demain en partant de ce qu'on fait dès maintenant, quoi. Du coup, cette question-là de est-ce que la science-fiction a échoué, eh bien, en fait, il y a une analyse qui est faite par les gens qui sont là, donc des auteurs de science-fiction de sous toute forme. Et qui disent, voilà, en fait, nous, notre rôle, c'est de passer un message aux gens pour leur dire, faites attention à ci et à ça. Et en fait, des gens qui écrivent des œuvres de science-fiction, il y en a beaucoup. Il y a déjà ce rôle-là qui est rempli. Et peut-être que ce dont on manque, en fait, c'est des gens en face qui reçoivent le message et qui arrivent à agir pour que ça tende vers ce que nous, on aimerait que ça tende au travers de nos œuvres. Ok, bon, je vois que tu as récité toute la vidéo du Fossoyeur. C'est bien. En tout cas, je t'ai cité ce que j'en ai tiré moi, tu vois. Moi, en fait, ça m'a beaucoup touché parce que je suis assez, je suis souvent d'accord et touché par ce que je consomme en science-fiction. Alors, il y a plein d'œuvres de science-fiction différentes et ils portent tous un message différent. Mais je sais que, tu vois, moi, je me définis comme un geek.
Ouais. J'adore l'imaginaire et en fait j'ai reçu beaucoup de messages moi dans ma vie de plein d'auteurs et d'une certaine manière j'ai envie de porter ces messages pour eux. Ça t'a donné envie d'écrire de la science-fiction, ça? Oui, de la fiction tout court parce qu'en fait ce qu'ils disent sur la science-fiction, moi j'ai l'impression que ça vaut pour la fiction de manière générale. C'est-à-dire que dans toute fiction, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ouais, bon, c'est dans toute histoire, on peut dire, hein, c'est la morale au final. C'est un peu la morale. Ouais. C'est une histoire et sa morale, en gros. C'est ça. Alors il y a des morales qu'on peut plus ou moins discuter, hein, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, je pense que chaque œuvre passe un message et ayant consommé beaucoup d'œuvres, j'ai reçu beaucoup de messages et je crois qu'aujourd'hui j'ai eu une part de moi qui a eu envie de faire partie des acteurs, c'est-à-dire de pas faire partie de ceux qui passent des messages, mais qui les ont reçus et qui veulent faire quelque chose. Et en fait, je me rends compte que c'est pas exactement moi et que ce que je veux faire, c'est moi aussi passer des messages. Mais du coup, c'est intéressant, ce truc de message. Toi, tu préférais de la création, tu préférais créer une œuvre pour dénoncer? Ou justement pour mettre l'accent sur quelque chose que tu trouves beau et que tu as envie de magnifier et tu as envie d'immortaliser à travers une œuvre? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ouais. Des œuvres pour dénoncer, je trouve qu'il y en a trop. Ouais. Et je trouve que c'est facile. C'est facile pour moi de pointer du doigt les trucs qui vont pas, quoi. Parce que a priori, pour dire que ça va pas, il y a à peu près tout le monde qui est d'accord. Et c'est à partir du moment où on commence à proposer des solutions que là, ça fout le bordel. Il suffit de voir la politique, tu vois. Enfin, je veux dire, là, ça approche doucement et puis je sens que ça va être le bordel, quoi. Là, on est dans le creux de la vague, mais ça va commencer à arriver sévèrement. Bon, non, c'est déjà quand même bien arrivé sévèrement quand même. Oh oui. Ouais. Mais donc, du coup, tu fais quoi là? Eh bien, moi, en fait, c'est plutôt proposer des solutions. Ok. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime beaucoup le dernier album d'Orelsan. Ouais. On en a parlé un petit peu avant. Ouais. Et justement parce que je trouve que Orelsan, il est en train de prendre ce virage-là où dans ses anciens albums, il était un peu plus en mode je suis pas d'accord avec ci, avec ça, etc. Il râle et puis il parle de ce qu'il ressent et du mal-être qu'il peut ressentir vis-à-vis de tout ça. Et là, sur son dernier album, je trouve qu'il a un peu plus, surtout son tout dernier titre où il parle, il dit marche avec moi. Ouais. Et ça me touche beaucoup parce que il y a vraiment une proposition d'action en fait. Il y a vraiment un chemin qui est proposé. Dit tu apprécies mon constat, tu apprécies ma réflexion, eh bien peut-être que je peux te faire une proposition, mais avec toute l'humilité en fait. Il faut qu'elle soit là parce que il faut pas engrainer des gens, tu vois, par manipulation ou quoi. Je pense qu'il faut tout simplement être sincère sur ce qu'on pense et sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on imagine, et puis proposer ça à des gens quoi. Tu vois, je trouve ça courageux en fait. Ça fera plaisir à Orelsan. S'il voit la vidéo. Je viens de Caen, comme Orelsan pour le coup. Oui. Alors je m'identifie beaucoup à lui. Je plaisante. Petite anecdote, mais c'est important de le préciser. C'est vrai. Cet homme est invendu. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne avec un petit jeu de notre trouvaille. Un petit jeu. Ouais, je pense que tu vas être un peu surpris. Ok. On l'a appelé Exashot. Je t'explique très simplement. Je vais te pitcher. Je vais te donner des pitchs de films un peu modifiés, un peu exotiques, on va dire. Ok. Et le but, c'est que tu retrouves le film dont il est question. Ok. Si tu trouves pas, tu bois un shot. Si tu trouves, c'est moi qui bois un shot. Ah ouais. Ouais. Ah oui, on va se bourrer la gueule en live comme ça là. C'est Ok. c'est le but du petit jeu. Mais alignez-les juste là comme ça. Un petit fond quand même parce que. Je lui demande un petit four, t'as vu ce qu'il met? J'avoue, ouais. Et moi un petit fond. Si le micro est bon là-dessus, ouais, j'avoue que tu peux la reprendre. Oh, il y en a un qui est moins sévère que l'autre là. Moi, je veux le moins sévère, moi. Ouais. Le truc, c'est que Marion, il m'a mis un truc assez solide au départ. Premier pitch. C'est l'histoire de l'orgie gay la plus épique de tous les temps. Ah ouais, juste avec ça, faut que je C'est trouve ça. là. L'orgie gay la plus épique de tous les temps. De quel film je parle? Merde. Ça se trouve, tu pensais que j'étais cultivé et en fait, je le suis pas. Non, mais on a pris des films qui étaient relativement populaires. Attends, refais-moi le speech là. C'est l'histoire de l'orgie gay la plus épique de tous les temps. Je pense que je vais te décevoir, mais j'ai pas de réponse. Ah, je l'ai. Ouais. Le Seigneur des Anneaux. Pas du tout. Là, on était plus sur 300. Waouh. Bah si, des mecs musclés, tout nus.
des mecs musclés, tout nus, tout huilés, qui se battent, collés serrés. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a du sang, il y a de la sueur, il y a des corps musclés, ça peut marcher. Je te propose de prendre ton petit shot, du coup. Ouais, bah je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Ouais. Bah la vôtre, hein. Il y en a encore 2, hein, tu vas pouvoir te rattraper. Ah mais il y a plus rien dans mon shot. T'inquiète pas, on va le recharger. Ah bon? Il faut que je donne ça à l'équipe Rechargement, c'est ça. Équipe technique. technique. S'il vous plaît. Deuxième proposition, peut-être un peu plus soft, un peu plus populaire. C'est l'histoire d'une fille qui doit choisir entre devenir nécrophile ou zoophile. Quoi? Mais quoi? Quoi? Je suis choqué. Nécrophile, zoophile. L'histoire d'une fille qui a le choix entre eux de devenir l'un ou l'autre. C'est ça. Wow. Putain, mais enfin, franchement, hein, je pense que je suis obligé d'avoir des indices là. Ça me parle pas du tout. Je peux te donner un indice. C'est une adaptation d'une saga littéraire. Je l'ai. Par contre, là, ton gelé, il était beaucoup trop sûr de toi. Genre, t'es obligé de donner la bonne réponse là. Parce que si c'est pas le cas. Bah, je pense. Attends, je réfléchis un peu. Zoophile ou nécrophile? Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, franchement, ça allait bien. Vas-y, ça allait bien. Dis-moi. Attends, faut que je me souvienne du nom. C'est un truc pour meuf. Vas-y. Il s'agit de Twilight. Ouais. Allez. Bien joué, je Et prends ouais. un shot. Ben, je le prends avec plaisir. Bah, moi aussi. Mais, Enfin, je le prends pas, mais je prends plaisir. Mais tu vois, assez simple, populaire, genre facile. C'est vrai. Après, il s'avère que j'ai juste vu le premier de Twilight. Les autres, je les connais pas. Mais c'est vrai qu'on en parle tellement. Troisième et dernière proposition, un peu plus simple. Trop de pression. Un peu plus simple. Non, franchement, celle-là, elle est faisable. Alors, un mec qui ne voit rien de suspect à ce qu'un meurtrier psychopathe surdoué, illuminé, pervers sexuel, demande à l'emmener au milieu du désert, mais après va se plaindre de ce qu'il y a dans la boîte. Me demande pas de la répéter, s'il te plaît. Bah en fait, c'est juste qu'il y a tellement d'idées dans ce que tu viens de dire que je suis complètement confus. Concentre-toi sur la fin. Ouais, bah justement, ce qu'il y a dans la boîte, What's in the box, moi il y a une référence qui vient à l'esprit, c'est Seven. Mais le reste de l'histoire, j'ai rien bité. C'est ta proposition. Bah c'est ce qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est ma proposition? On peut en discuter. Là, comme ça, si tu me dis Seven, un mec qui ne voit rien de suspect à ce qu'un meurtrier, psychopathe, surdoué, pervers sexuel lui demande d'aller au milieu du désert, au niveau de Seven, on est bon pour l'instant. Bah ça fait tellement d'années que je l'ai pas vu que, à vrai dire, je ne m'en souviens pas. Va falloir me la valider, hein, genre. Il va falloir te la valider. Bah sinon c'est trop simple. On va lancer Seven. On lance Seven. On lance Seven. Bon bah je prends un shot, hein. Allez. Putain, c'est juste qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui m'a permis de le savoir. What in the box? Le pauvre quand même. Ouais. J'aimerais bien l'en voir, Seven. Je suis carrément chaud. On se le met ensemble? Ouais, bah carrément. Vendu. T'as quelque chose à faire après? Non. Enfin. On va déjà finir ce podcast. Ouais, on fait ça. Dans un état, espérons-le, sobre. Bah heureusement qu'il y avait que 3 idées parce que sinon on serait mal. Bah c'est ça. Et puis comme j'ai pris 2 choix qui étaient assez simples, je me suis dit bon. Le premier est un peu. T'aurais pu commencer par le plus facile parce qu'il m'a fait peur le premier, j'avoue. Oui, c'est vrai. Je te propose je te repose quelques questions pour en savoir un peu plus sur toi. Ah bah c'est gentil. Moi, il y a un truc que j'aimerais savoir et je pense que c'est très intéressant de le savoir. J'aimerais que tu me dises le titre et notamment le contenu de la première histoire que tu as écrite. Oh, alors le titre, c'est sûr que je vais pas remettre le doigt dessus, franchement. Ouais. Parce que déjà, je suis pas sûr de lui avoir donné un titre. Ouais. Bah, ça, on peut en reparler après, mais choisir un titre, c'est... Choisir un titre, c'est quelque chose qu'on fait à la fin. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens font l'erreur de le faire au début. Et moi le premier d'ailleurs, ouais. Parce que ça m'arrive souvent, et puis après je reviens dessus, et puis je gomme le titre, bah, et puis j'en fais un autre. C'est pas vraiment une erreur, parce que quoi qu'il arrive, ils adaptent toujours le titre en fonction de ce qu'ils vont écrire. Donc, ouais, c'est vrai. Mais effectivement. Eh bien écoute, il s'avère que j'en ai déjà parlé du coup, et c'est au jeu de rôle.
que j'écris ma toute première histoire. Et c'est cette fameuse histoire que j'ai faite auprès de mes potes dans ce club de jeux de rôle au lycée. Ouais. Voilà, c'est la toute première que j'ai faite. Et pour être parfaitement transparent, je l'ai pompé à 80% sur une saga MP3 qui s'appelle Reflet d'acide, que je recommande à absolument tout le monde parce que c'est génial. Alors ça vieillit, mais c'est cool. Quand tu dis pomper, est-ce qu'on est sur du plagiat ou de l'inspiration ? Alors là, on est sur une grande question et débat philosophique. Là, franchement, pour moi, la frontière, elle est très, très difficile à déterminer. On peut parler de Gad Elmaleh. Non, c'est une blague. Je vois où tu vas en venir, mais on va éviter. Ouais, on va éviter, Bah, concrètement, en fait, de ce que je comprends personnellement, moi, de la fiction, c'est que c'est de l'éternelle inspiration. Où, tu vois, chaque nouvelle œuvre, en fait, eh bien, c'est une espèce de ramassis et de conséquences de ce que toute la fiction a fait jusque-là. Ouais. C'est-à-dire que là, si on fait un saut de 400 ans dans le passé et qu'on demande à quelqu'un d'écrire une histoire, il va pas du tout écrire la même histoire que quelqu'un de maintenant, quoi. Ouais. Alors que toutes nos histoires... comment dire ? Alors que dans notre ère, toutes les histoires vont avoir un peu les mêmes codes. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble être une bonne piste pour aller répondre à cette question. Et en fait, bah, la frontière, pour moi, elle se situe à partir du moment où on ne crée rien d'autre, en fait. Où il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ou alors, il y a juste un truc de nouveau, où c'est très léger. Mais c'est tellement arbitraire, enfin, je trouve que c'est un peu complexe de dire, à un moment donné, là, c'est du plagiat. Mais quand on retrouve du mot pour mot ou exactement le même concept avec un léger mais, peut-être que là, ça manque encore un petit peu d'inspiration et de créativité, quoi. Oui. Mais est-ce qu'il est important, voire nécessaire de s'inspirer pour pouvoir créer ? Ben, d'une certaine manière, oui, puisque en fait, les histoires, c'est un héritage. Est-ce qu'on peut faire sans ? Je veux dire, est-ce que toi, bien sûr. Est-ce que toi, du jour au lendemain, tu t'es levé, tu t'es dit, oh putain, genre, t'as eu le flash, tu vois ? Parce que c'est ça aussi la question. Et je vais enchaîner sur la question suivante, mais c'est quoi la première étape de ton processus d'écriture ? Ça part de quoi ? Ça part d'une idée, ça part d'une inspiration, ça part d'un rêve, ça part de quoi ? Bien, écoute, j'ai envie de te répondre, ça part d'une référence. Tu vois ? Il y a très souvent, je vais avoir des œuvres que je vais consommer qui vont me bouleverser, qui vont profondément me toucher. Et puis, tu vois, sur le moment, ça me touche. Et puis, après coup, je vais réfléchir à la raison pour laquelle ça m'a touché, tu vois. Et souvent, bah, tu vois, je vais aller un peu la décortiquer, je vais revenir en arrière et puis je vais reprendre des petites scènes qui m'ont particulièrement touché. Je me dis, mais comment ils ont fait, etc. Et en fait, je vais y voir, tu vois, des techniques, des trucs qui ont été utilisés sur moi et dont je me suis pas rendu compte. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose de sincère déjà dans un premier temps, mais aussi il y a une façon de penser, une façon de me transmettre le message qui est aussi intéressante à analyser. Et en fait, bah, concrètement, moi, c'est des choses où je me dis, ok, je l'enregistre quelque part dans ma tête et mon prochain scénario, la prochaine chose que je vais écrire, bah, je vais l'utiliser ce truc-là, mais différemment. Tu vois, j'ai toujours un peu ce truc de différemment, c'est-à-dire que je vais l'adapter à autre chose, à un autre type d'œuvre, à un autre type de contexte, tu vois, mais je vais aller reprendre un peu cette idée quand même. Et une expérience de vie. Admettons, demain, tu te fais renverser par une voiture, tu deviens tétraplégique et tu te sens l'envie de raconter justement ton histoire à toi. Alors le biopic de Ghislain, entre guillemets, modestement. Mais je veux dire, dans ton processus d'écriture, du coup, t'es toujours parti de l'idée d'une ref et puis t'as construit autour, ou alors ça t'est déjà arrivé de prendre une situation de la vie de tous les jours, et un jour t'as essayé de te faire deux pattes et tu t'es loupé, tu t'es brûlé la main et ça a déclenché une histoire surréaliste. Bah, quelque part, tu vois, quand je parle de référence, ma vie, ça peut aussi en être une. Mais c'est vrai que, tu vois, les moments où je fais référence à ma vie,
je vais pas forcément rester sur une expérience que j'ai vécue, mais plutôt sur une conclusion que j'ai eue. Tu vois, je pense que je suis quelqu'un qui est un peu plus dans les conclusions que dans le chemin que j'ai traversé. Parce que, tu vois, je pense que ce qui marque le plus des fois, c'est les événements douloureux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent plus facilement quand ils se sentent mal dans leur peau. Oui. Et en fait, bah, tu vois, moi, alors, il y a des petits bouts d'œuvres, tu vois, j'écris un peu des poèmes, des trucs comme ça, enfin, genre, des trucs à la con que je garde que pour moi, quoi. C'est toi le romantique, quoi. Ouais, potentiellement, ouais. Je te propose de faire un peu de promo pour toi. Ah bah, écoute, c'est super sympa. Dis-nous un peu quels sont les projets en ce moment, ce que tu ambitionnes de faire. Bah, concrètement, là, aujourd'hui, le projet, c'est de créer un studio qui fait des jeux vidéo. L'ambition, c'est de créer des jeux en tour par tour, multijoueurs, coopératifs. Il y a en fait une problématique à ce jour sur ce genre de jeu, c'est que dans un jeu en tour par tour, quand tu joues à plusieurs, admettons on joue tous les deux, quand tu joues, eh bien moi je t'attends, et quand moi je joue, toi tu m'attends. Ce qui est chiant. Parce que du coup, bah, en moyenne, on s'emmerde, on va faire autre chose. Et puis quand c'est autour de l'autre, on se dit ah, c'était à moi, j'ai pas fait gaffe, machin. Et en fait, les parties sont interminables. Les parties sont interminables. Ouais. Et en fait, moi, j'ai un énorme problème avec ça, c'est que j'adore jouer en coopératif et j'adore les jeux en tour par tour. Et bah, concrètement, aujourd'hui, notre ambition de notre studio, c'est de créer, de proposer un concept qui permet aux gens de jouer ensemble en supprimant ce temps d'attente. Donc, de faire du tour par tour simultané. Donc voilà, aujourd'hui on essaie de créer des jeux autour de ça et le nom de notre studio c'est White Karasu. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et ainsi de suite. Je crois qu'on est un peu partout. Allez voir White Karasu. Et du coup, bah, notre page elle s'appelle The Sixth Faction, la 6e faction en français. Ok. Petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire ? Le mot de la fin, si je dois conserver une chose, c'est tenter des trucs. Si je peux porter un conseil, quelque chose que je crois avoir compris, moi de mon côté, c'est de tenter, d'essayer. Si jamais on se décourage dès le départ en disant que c'est impossible, bah, il va rien se passer. Alors que si on tente des trucs, bah, il va se passer des trucs. Soyez témoins.